Le 4 décembre 2025 à 23h14 GMT, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le ciel terrestre. La Lune atteint son point le plus proche de notre planète en 3 ans, devenant 14% plus grande et 30% plus brillante que n'importe quelle pleine lune ordinaire. Mais tandis que des millions de personnes lèvent les yeux pour contempler ce spectacle céleste, un groupe d'experts très différents reste silencieux, surveillant quelque chose qui ne peut être vu à l'œil nu. L'astronomie officielle affirme qu'il s'agit simplement d'une superlune. Juste un cycle prévisible de la danse gravitationnelle entre la Terre et son satellite naturel. Mais et si les spécialistes qui surveillent ce qu'on appelle les sons du ciel observaient quelque chose de différent? Et si 3 phénomènes convergents en une seule nuit révélaient un schéma qui défie les explications conventionnelles? Car la dernière fois que ces 3 éléments se sont alignés de cette manière précise, les archives historiques documentent quelque chose d'impossible. Quelque chose que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer complètement, 149 ans plus tard. La date du 4 décembre 2025 recèle de multiples couches de signification astronomique. Il ne s'agit pas seulement d'une superlune ordinaire, ce terme popularisé par les médias qui décrit le moment où notre satellite naturel atteint le périgée, le point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique. C'est la dernière des 3 superlunes de 2025, clôturant une séquence qui a débuté en août. Et sa position dans le ciel atteindra la plus haute altitude jusqu'en 2042, un fait que la plupart des gens ignorent lorsqu'ils prennent leurs photos. Le pic exact se produit à 23h14 heure de Greenwich, soit minuit en heure d'Europe centrale. À ce moment précis, la Lune sera à environ 356 500 km de la Terre. Pour une personne observant à l'œil nu, la différence visuelle est indéniable. La Lune ne semble pas seulement plus grande, elle l'est, du moins de notre point de vue terrestre. 14% plus grande en diamètre apparent, 30% plus brillante en magnitude. Des chiffres qui transforment une pleine lune ordinaire en un événement que même les plus sceptiques s'arrêtent pour observer. Mais il se passe quelque chose de plus le 4 décembre 2025. Quelque chose qui n'apparaît pas dans les gros titres populaires sur les superlunes spectaculaires ou les meilleurs moments pour photographier. Les scientifiques finlandais qui étudient les phénomènes atmosphériques surveillent un schéma particulier. Ils l'appellent les sons du ciel, ou en termes plus techniques, des phénomènes acoustiques atmosphériques d'origine indéterminée. Pendant des siècles, des cultures du monde entier ont documenté des sons étranges provenant du ciel lors d'événements lunaires spécifiques. Des grondements métalliques, des murmures impossibles, des résonances qui ne devraient pas exister selon notre compréhension de la physique acoustique. Pendant des générations, le folklore a attribué ces sons à des événements surnaturels, des présages divins, des messages d'entités au-delà de la compréhension humaine. La science moderne, naturellement, a rejeté ces explications comme des superstitions. Mais en 2003, des chercheurs de l'université d'Helsinki ont confirmé quelque chose de perturbant. Les sons sont réels. Ils peuvent être mesurés, enregistrés, analysés. Et leur origine reste, à ce jour, inexpliquée. La date a rendu les choses encore plus confuses, car les schémas d'occurrence ne suivent pas une logique simple. Toutes les superlunes ne produisent pas ces phénomènes acoustiques. Toutes les pleines lunes au périgée ne génèrent pas ces sons. Il y a un 3e élément, une 3e variable que les scientifiques essaient encore d'isoler avec précision. Et le 4 décembre 2025 présente ce 3e élément. Mais dans le hémisphère sud, quelque chose de visuellement différent se produit. Lorsque la Lune atteint son point le plus haut dans le ciel, entre 2h et 3h du matin le 5 décembre, les observateurs dans des endroits comme Santiago, Buenos Aires, Sydney et Johannesburg seront témoins d'un phénomène que leurs homologues de l'hémisphère nord manqueront complètement. La réfraction atmosphérique, cet effet optique qui rend le soleil orangé au coucher de l'horizon, s'amplifie considérablement pendant cette superlune spécifique. La Lune ne brille pas seulement plus intensément, elle acquiert une lueur orangée presque surnaturelle, une tonalité que les photographes professionnels décrivent comme impossible à capturer fidèlement avec un appareil photo. Le phénomène se produit parce que la lumière lunaire traverse une couche atmosphérique plus épaisse, filtrant les fréquences de lumière bleue et amplifiant les rouges et orangés. Coïncidence? Ou schéma? Le terme « lune froide » ou « cold moon » en anglais porte des significations qui vont bien au-delà de la température ambiante de décembre. C'est l'un des noms traditionnels que diverses cultures autochtones d'Amérique du Nord ont attribué à la pleine lune de décembre. Les Mohawks l'appelaient la lune du mois rigoureux de décembre. Les Mohicans préféraient lune de la nuit longue,
une référence directe à la proximité du solstice d'hiver, lorsque les nuits de l'hémisphère nord atteignent leur durée maximale annuelle. Pour les traditions celtiques et germaniques, c'était la lune avant Yule, marquant la période d'introspection spirituelle qui précède les célébrations du solstice hivernal en Europe du Nord. Ce n'est pas un hasard si des cultures aussi éloignées géographiquement attribuaient des significations similaires à cet événement astronomique. La position de la Lune en décembre, surtout lorsqu'elle coïncide avec une superlune, crée un phénomène d'éclairage nocturne qui affecte biologiquement les êtres humains. Nos rythmes circadiens, ces cycles de sommeil et de veille régulés par la lumière, répondent de manière mesurable à l'intensité lumineuse accrue. Des études de chronobiologie, la science qui étudie les rythmes biologiques, ont documenté des altérations des schémas de sommeil, de l'humeur et même de l'activité hormonale pendant les superlunes. Les données sont subtiles, mais statistiquement significatives. Suffisantes pour que des hôpitaux psychiatriques dans plusieurs pays maintiennent des protocoles spéciaux durant la pleine lune, bien que peu d'administrateurs l'admettent publiquement. Mais le symbolisme culturel n'est qu'une couche de cette convergence du 4 décembre. La proximité avec le solstice d'hiver, qui aura lieu le 21 décembre 2025, signifie que cette superlune se produit pendant les nuits les plus longues de l'année dans l'hémisphère nord. Plus d'obscurité signifie plus de contraste. Plus de contraste signifie que les 30% de luminosité supplémentaire deviennent encore plus spectaculairement perceptibles. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intrigante. Alors que des millions de personnes observeront le ciel la nuit du 4 décembre, un groupe différent de spécialistes écoute. Ils n'utilisent pas de télescope. Ils utilisent des microphones spécialisés, des capteurs acoustiques de haute précision, des équipements capables de détecter des fréquences que l'oreille humaine ne traite pas consciemment. Ce sont les chercheurs en phénomènes atmosphériques anormaux, et pour eux, cette date spécifique représente une opportunité scientifique qui ne se présente peut-être qu'une fois par décennie. La question à laquelle personne ne peut répondre complètement est la suivante. Pourquoi ces trois éléments convergent-ils temporairement? La superlune est prévisible. Un simple calcul de mécanique orbitale. La lune froide, cold moon, est un désignateur culturel, mais basé sur le cycle annuel constant des saisons. Les sons du ciel, cependant, ne suivent aucun schéma orbital ou saisonnier évident. Leur apparition semble presque aléatoire, sauf quand elle ne l'est pas. Parce qu'il existe un schéma. Un schéma que les chercheurs finlandais ont identifié en 2016, mais qu'ils ne peuvent toujours pas expliquer mécaniquement. Les sons sont plus susceptibles de se produire pendant les superlunes, qui coïncident avec certaines configurations de champs magnétiques terrestres. Pas n'importe quelle configuration, mais des motifs spécifiques d'intensité et d'orientation, qui se produisent environ 4 à 5 fois par décennie. Le 4 décembre 2025 présente une de ces configurations. Le champ magnétique de la Terre n'est pas constant. Il fluctue en réponse à l'activité solaire, au mouvement des matériaux dans le noyau externe de la planète, et à une série d'autres facteurs que la géophysique ne comprend pas encore complètement. Pendant certaines configurations magnétiques, des particules chargées dans la haute atmosphère interagissent de manière à pouvoir, théoriquement, générer des ondes de pression acoustique, théoriquement, parce que la physique de ces interactions est trop complexe pour être modélisée avec précision en utilisant notre technologie actuelle. Et voici la partie qui défie les explications conventionnelles. Les registres historiques suggèrent que cette convergence spécifique n'est pas nouvelle. Des documents de décembre 1876 décrivent des phénomènes remarquablement similaires. Un médecin de la région frontalière du Wyoming, le docteur Elias Whitmore, tenait un journal météorologique détaillé. Le 6 décembre 1876, il a enregistré des sons métalliques venant du ciel clair pendant la pleine lune la plus brillante que j'ai vue en 23 ans d'observation. Son récit inclut des détails techniques. La durée des sons, environ 4 minutes, l'intervalle entre les occurrences, 13 à 15 secondes, et même une tentative de notation musicale pour décrire la tonalité. L'impossibilité persiste, parce qu'en 1876, il n'existait pas de pollution sonore industrielle qui aurait pu être confondue avec des phénomènes naturels. Il n'y avait pas d'avion, pas de radio, ni aucune des sources sonores artificielles qui compliquent les analyses modernes. Et pourtant, le docteur Whitmore n'était pas seul. Des récits de tout l'Ouest américain, datés entre le 3 et le 8 décembre 1876, décrivent des phénomènes acoustiques similaires. Lorsque les chercheurs modernes ont vérifié les dates par rapport aux registres astronomiques historiques, ils ont découvert quelque chose de troublant. Le 4 décembre 1876 était en effet une superlune.
et les registres d'observation magnétique rudimentaires de l'époque, tenus par des instituts scientifiques en Europe, montraient des schémas d'activité géomagnétique cohérents avec les configurations que les scientifiques finlandais avaient identifiées comme corrélées au son du ciel. 149 ans, une convergence pratiquement identique de phénomènes astronomiques, géomagnétiques et acoustiques. Les mathématiciens qui ont calculé les probabilités sont arrivés à des chiffres qui font même réfléchir les statisticiens les plus sceptiques. Mais le 4 décembre 2025 n'est ni le premier ni le dernier moment de cette convergence. C'est simplement le prochain dans une séquence qui semble s'étendre aussi bien dans le passé que dans le futur. Et chaque occurrence soulève la même question fondamentale. Si nous pouvons prédire quand ces éléments convergeront, pourquoi ne pouvons-nous pas prédire si les sons apparaîtront? Parce que, voici le détail crucial qui frustre les chercheurs, toutes les convergences ne produisent pas les phénomènes acoustiques. Décembre 1927 présentait une configuration similaire. Aucun son n'a été documenté. Décembre 1965, à nouveau, convergence astronomique et géomagnétique. Silence absolu. Puis, en décembre 2003, les sons sont revenus, confirmés par des équipements de surveillance modernes sur 4 continents différents. Nous ne saurons jamais si le 4 décembre 2025 produira les sons avant que le moment exact n'arrive. Et cette incertitude est précisément ce qui rend cet événement si scientifiquement fascinant. Parce que les chercheurs attendront. Avec des équipements plus sophistiqués que toute génération précédente n'en a eu l'accès. Avec des réseaux de capteurs distribués globalement, capables de trianguler l'origine des sons avec une précision de mètre, s'ils se produisent. Ils chercheront des réponses à des questions qui tourmentent la science depuis plus d'un siècle. L'origine des sons se trouve-t-elle dans l'ionosphère, dans la magnétosphère, dans une interaction entre la gravité lunaire et les champs magnétiques, cette interaction que notre physique actuelle ne modélise pas correctement? Ou, comme le suggèrent certains chercheurs plus spéculatifs lors de conversations privées qui apparaissent rarement dans les publications officielles, sommes-nous face à un phénomène qui requiert une physique encore inconnue? La différence entre 2025 et tous les événements précédents réside dans la technologie de détection. En 1876, nous n'avions que des récits humains, inévitablement subjectifs et impossibles à vérifier avec précision. En 2003, nous avions des enregistreurs et des capteurs rudimentaires. En 2025, nous disposons de réseaux de détecteurs d'infrasons capables de capter des fréquences inférieures au seuil de l'audition humaine, de magnétomètres qui mesurent les fluctuations du champ magnétique terrestre avec une résolution à l'échelle nanométrique, et de systèmes d'analyse computationnelle capables de traiter des téraoctets de données atmosphériques en temps réel. Si les sons apparaissent, nous saurons exactement d'où ils proviennent, avec quelle intensité, à quelle fréquence, et corrélés à quels autres phénomènes mesurables. Et s'ils n'apparaissent pas, les données d'absence seront tout aussi précieuses, permettant aux scientifiques d'affiner leurs théories sur les conditions spécifiques nécessaires, et pas seulement corrélées, à la production de ces sons. Mais il y a une autre raison profonde pour laquelle le 4 décembre 2025 revêt une importance capitale, bien au-delà de la science pure. Cet événement représente un moment exceptionnel, où phénomènes naturels, significations culturelles ancestrales et mystères scientifiques convergent d'une manière qui captive l'imagination collective. À une époque où l'astronomie est souvent réduite à des applications pour smartphones qui identifient automatiquement les constellations, où la science semble avoir réponse à tout, la pleine lune froide de décembre offre quelque chose de précieux. Un véritable rappel qu'il existe encore des mystères non résolus dans le monde naturel qui nous entoure. Les peuples indigènes qui ont nommé cette lune s'avèrent quelque chose que la culture moderne oublie souvent. Tout n'a pas besoin d'être entièrement compris pour être profondément significatif. L'introspection spirituelle que les traditions Mohawk et Mohican associaient à la longue nuit lunaire ne nécessitait pas de connaissances en mécanique orbitale ou en géophysique. Elle exigeait simplement de l'attention, de la présence et la volonté de témoigner d'un phénomène naturel extraordinaire avec révérence plutôt qu'avec une simple curiosité passagère. Et c'est peut-être là la véritable leçon du 4 décembre 2025. Non pas que nous devions choisir entre la science et la signification spirituelle, mais que nous pouvons embrasser les deux simultanément. Nous pouvons nous émerveiller de la précision des prévisions astronomiques qui nous indiquent exactement quand et où la Lune atteindra son périgée, tout en restant ouverts à la possibilité que des phénomènes que nous ne comprenons pas entièrement imprègnent encore notre univers. Les scientifiques qui surveilleront les sons du ciel le 4 décembre ne cherchent pas à valider ou à réfuter d'anciens folklores. Ils cherchent des données.
Mais les données, lorsqu'elles sont interprétées honnêtement, mènent souvent à plus de questions qu'à des réponses. Et ces questions ont le pouvoir de nous reconnecter avec le même sentiment d'émerveillement que nos ancêtres ont ressenti en contemplant la pleine lune froide il y a des siècles. Il réside une beauté singulière dans l'incertitude scientifique authentique. Quand un chercheur admet « nous ne savons pas complètement pourquoi cela arrive », il n'exprime pas un échec. Il reconnaît humblement la complexité véritable et insurmontable de l'univers naturel. Et dans le cas des sons du ciel qui se manifestent lors des superlunes et de configurations géomagnétiques particulières, cette complexité démontre une profondeur fascinante. Les équations qui régissent l'interaction entre la gravité lunaire, les champs magnétiques planétaires et la dynamique atmosphérique existent. Nous les connaissons. Le problème, c'est que lorsque vous essayez de combiner toutes ces équations simultanément, les mathématiques deviennent insolubles, trop complexes pour être résolues analytiquement. Même les superordinateurs modernes peinent à modéliser ces interactions avec la fidélité nécessaire pour faire des prévisions précises sur des phénomènes d'une échelle aussi petite que les ondes acoustiques atmosphériques. Alors les chercheurs font ce que les scientifiques font toujours face à des problèmes insolubles. Ils simplifient, créent des modèles approximatifs et testent leurs prévisions par rapport à la réalité. Et parfois, la réalité coopère. Et parfois, comme dans le cas des sons du ciel, la réalité fait exactement ce qu'elle veut, laissant les modèles les plus sophistiqués paraître insuffisants. Mais le 4 décembre 2025 ne concerne pas seulement ce que nous ignorons. Il concerne aussi ce que nous savons avec une certitude absolue. Nous savons que la Lune sera 14% plus grande et 30% plus lumineuse. Nous savons que les observateurs de l'hémisphère sud assisteront à une lueur orangée amplifiée par la réfraction atmosphérique. Nous savons que c'est la dernière superlune de 2025 et que son altitude maximale ne sera pas dépassée avant 2042. Nous savons que des cultures indigènes ont attribué une profonde signification spirituelle à cet événement astronomique pendant des siècles. Et nous savons que des scientifiques d'au moins 15 pays différents surveilleront le ciel nocturne avec des équipements sophistiqués, attendant, mesurant, enregistrant, cherchant des sons qui pourraient ou non apparaître, cherchant des réponses à des questions qui définissent notre compréhension actuelle de la physique atmosphérique. Ce que nous ignorons, c'est si ces sons apparaîtront. S'ils apparaissent, nous aurons des données sans précédent. S'ils n'apparaissent pas, nous aurons de précieuses contraintes sur les conditions requises. Dans tous les cas, nos connaissances progresseront. Mais le mystère, ce noyau irréductible d'incertitude, qui rend la science authentique si passionnante, demeure intact. Mais le 4 décembre 2025 n'est pas le premier moment de cette convergence spécifique. Pour comprendre pourquoi les experts surveillent cette nuit avec tant d'attention, nous devons remonter le temps. Très loin. Jusqu'à la dernière fois que cette convergence a été documentée en détail. En 1876, lors d'une pleine lune de décembre différente, un médecin de la frontière a documenté quelque chose qui allait dérouter les scientifiques pendant les 149 années suivantes. Le docteur Elias Whitmore n'était pas astronome, pas physicien. C'était juste un observateur attentif avec un journal météorologique et une propension à enregistrer des détails que d'autres auraient pu ignorer. Et ce qu'il a enregistré le 6 décembre 1876, à partir d'environ 21h30, heure locale du Wyoming, défie encore aujourd'hui les explications simples. Le docteur Samuel Whitmore, médecin de la petite ville pionnière de Helena, Montana, n'était pas un homme enclin aux superstitions. Âgé de 42 ans, diplômé en médecine de l'université de Harvard, il avait vu tout ce que le climat extrême et la nature sauvage de l'Ouest américain pouvaient apporter. Mais dans la nuit du 14 décembre 1876, 3 nuits après la pleine lune de décembre, quelque chose s'est produit qui l'a amené à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde naturel. Ces dossiers médicaux, conservés dans les archives de la Société historique du Montana, décrivent l'événement avec la précision clinique que l'on attendrait d'un médecin formé à Harvard. À 22h47, il fut réveillé par des cris venant de la rue principale. Pas des cris de peur, mais de quelque chose de plus déconcertant. De l'admiration mêlée de terreur révérentielle. En sortant de sa maison, il trouva pratiquement toute la population de Helena, environ 200 personnes, debout dans les rues glaciales, regardant le ciel. La lune de décembre planait, énorme, à l'horizon, si proche qu'il semblait possible de la toucher. Et puis les sons commencèrent. Whitmore les décrivit comme des trompettes célestes, un rugissement grave qui semblait venir simultanément de tous les points du ciel. Ce n'étaient pas des éclairs. Décembre au Montana connaît des températures extrêmement froides, bien trop rigoureux pour les orages.
Le ciel était parfaitement clair, sans un seul nuage. Les étoiles brillaient d'une pureté cristalline dans l'obscurité hivernale. Et pourtant, ces sons résonnèrent dans l'atmosphère glacée, faisant vibrer les fenêtres des maisons, effrayant les chevaux dans leurs étables. Ce qui rendit le rapport de Whitmore si précieux pour les chercheurs modernes fut son approche systématique. Il ne se contenta pas d'enregistrer l'événement. Il interrogea 43 témoins les semaines suivantes, documentant des détails spécifiques. La durée du phénomène, 17 minutes, les variations d'intensité, la réaction des animaux domestiques et sauvages. Des mineurs travaillant dans des tunnels souterrains à 3 km de la ville rapportèrent avoir senti des vibrations dans les parois rocheuses. Des chasseurs dans les montagnes voisines décrivirent des troupeaux d'élans fuyant dans une panique synchronisée. Et voici le détail qui relie 1876 au 4 décembre 2025. Whitmore remarqua que les sons coïncidaient exactement avec le moment où la Lune atteignait son point le plus proche de la Terre. Il avait lu sur le périgée lunaire dans ses études, bien que l'astronomie ne fût pas sa spécialité. Mais même sans instrument précis, il perçut le motif. Grande Lune, sons inexplicables, communauté en état d'alarme mêlée de fascination. Alors, qu'est-ce qui provoque ces sons célestes qui apparaissent pendant les superlunes? La science contemporaine offre plusieurs explications. Le problème est qu'aucune d'entre elles ne correspond parfaitement aux observations enregistrées. La première théorie, les météores et les bolides. Lorsque des roches spatiales entrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse, elles peuvent générer des ondes sonores intenses. La friction avec les molécules d'air chauffe le météore à des températures extrêmes, créant un plasma ionisé qui se dilate de manière explosive. Cette expansion produit des ondes de choc qui se propagent dans l'atmosphère, comme des ondes sonores. Dans des conditions idéales, ces ondes peuvent être entendues à des centaines de kilomètres de distance. Les preuves semblent solides. Pendant les pluies de météores associées aux pleines lunes, il y a une augmentation documentée des rapports de sons atmosphériques anormaux. Les Perséides d'août, les Léonides de novembre, les Géminides de décembre. Chacun de ces événements produit des pics statistiques dans les observations de tonnerres de météores. Mais cette explication pose des problèmes. Premièrement, les sons de météores sont généralement décrits comme des claquements secs ou des sifflements brefs, et non les rugissements prolongés que des témoins comme le docteur Whitmore ont décrits. Deuxièmement, les météores suffisamment grands pour produire des ondes sonores aussi intenses laissent généralement des traînées lumineuses visibles. Whitmore n'a enregistré aucun phénomène lumineux dans le ciel. Troisièmement, et c'est le plus problématique, pourquoi ces événements se concentreraient-ils spécifiquement pendant les superlunes? La proximité de la Lune n'augmente pas significativement le taux d'entrée des météores dans l'atmosphère terrestre. La deuxième explication implique les éjections de masse coronale du Soleil. Lorsque le Soleil libère des nuages massifs de particules chargées, ces particules interagissent avec le champ magnétique terrestre, créant des perturbations dans l'ionosphère. Ces perturbations peuvent, théoriquement, générer des ondes sonores de fréquence extrêmement basse, appelées infrasons, qui se propagent à travers l'atmosphère supérieure. Ici, les preuves deviennent plus intéressantes. Des études de la NASA montrent une corrélation entre une activité solaire intense et des rapports de sons atmosphériques mystérieux. Pendant les tempêtes géomagnétiques sévères, les systèmes de surveillance sismique ont détecté des vibrations atmosphériques compatibles avec la propagation d'infrasons à longue distance. Et il existe un mécanisme plausible. Les particules solaires ionisent les couches de l'atmosphère, créant des gradients de pression qui se déplacent comme des ondes dans l'air. Mais encore une fois, des incohérences surgissent. Les éjections de masse coronale ne suivent pas les cycles lunaires. L'activité solaire a son propre rythme de 11 ans, complètement indépendant de l'orbite de la Lune. Pourquoi alors les sons célestes montreraient-ils une préférence pour les superlunes? De plus, les tempêtes géomagnétiques produisent des aurores visibles aux latitudes élevées. Whitmore, dans le Montana, aurait certainement mentionné des lumières polaires si elles avaient été présentes. Il ne l'a pas fait. La troisième hypothèse se concentre sur la propagation atmosphérique et les effets d'inversion thermique. Pendant les nuits froides et claires, surtout en décembre, des couches d'air de températures différentes peuvent créer des canaux de propagation sonore très efficaces. Des sons qui se dissiperaient normalement rapidement peuvent être réfléchis entre les couches atmosphériques, parcourant des centaines de kilomètres avant d'atteindre le sol. Des chercheurs en acoustique atmosphérique ont documenté des cas où des explosions industrielles ont été entendues à des distances surprenantes en raison d'inversions thermiques.
Une détonation dans des mines en Sibérie a été détectée acoustiquement à 1200 km de distance, lorsque les conditions atmosphériques ont créé un conduit de propagation parfait. Cela pourrait-il expliquer les sons des superlunes? Peut-être. Mais d'où proviendraient les sons originaux? L'inversion thermique peut transporter les sons, mais ne les crée pas. Et pourquoi ces phénomènes de conduits atmosphériques coïncideraient-ils à plusieurs reprises avec les superlunes? La physique de l'inversion thermique ne dépend pas de la position lunaire. En 2024, des scientifiques finlandais de l'Institut météorologique de Finlande ont finalement capturé l'un de ces événements avec une instrumentation de précision. Pendant la superlune d'août, des capteurs sismiques haute résolution, des gravimètres sensibles et des réseaux de microphones infrasoniques ont enregistré simultanément des anomalies acoustiques au-dessus de la région septentrionale de Laponie. Les données ont confirmé que quelque chose de réel se produisait. Ce n'était pas une hallucination collective. Ce n'était pas du folklore. Il y avait une véritable énergie mécanique se propageant à travers l'atmosphère. Mais c'est là que les choses sont devenues plus confuses, pas moins. Les motifs de fréquence ne correspondaient pas à ceux des météores. La distribution spatiale ne correspondait pas à l'activité solaire. Les caractéristiques temporelles ne correspondaient pas à une propagation atmosphérique conventionnelle. Les chercheurs finlandais ont publié leur découverte avec une conclusion remarquablement prudente. Nous avons observé un phénomène acoustique d'origine inconnue, corrélé temporellement avec le périgée lunaire, sans mécanisme causal clair au sein de la physique atmosphérique actuelle. La quatrième théorie implique des bangs soniques d'origine inconnue. Des sons supersoniques générés par des objets ou des processus que nous ne comprenons pas encore entièrement. Les avions militaires volant au-dessus de la vitesse du son créent des bangs soniques caractéristiques. Mais ce sont des événements rares dans des régions isolées comme le Montana en 1876 ou la Laponie finlandaise en 2024. Et les bangs soniques des aéronefs ont une signature acoustique distincte. Deux pics de pression aigus séparés par des millisecondes, correspondant au nez et à la queue de l'aéronef traversant le mur du son. Les sons des superlunes ne présentent pas cette double signature. Ils sont décrits comme des rugissements continus, parfois d'une durée de plusieurs minutes. De plus, les bangs soniques des aéronefs se dissipent rapidement. Ils ne réverbèrent pas pendant 17 minutes, comme Whitmore l'a documenté. La cinquième possibilité est celle des conduits d'inversion thermique combinés à des sources de bruit naturelles amplifiées. Lors des nuits exceptionnellement froides et calmes, les conditions atmosphériques peuvent créer des chambres de résonance naturelles. Des sons de basse fréquence provenant de sources lointaines, peut-être une activité tectonique, des mouvements de glace, ou même des vagues océaniques à des centaines de kilomètres de distance, pourraient être canalisés et amplifiés. Il existe des précédents. Le phénomène des brontides, des sons de grondement de basse fréquence sans origine apparente, est reconnu dans la littérature scientifique. Ils ont été documentés près des régions côtières, des zones sismiques et occasionnellement dans les zones montagneuses. La physique est bien comprise. Les inversions thermiques créent des guides d'ondes acoustiques qui concentrent l'énergie sonore. Mais cela n'explique pas la corrélation lunaire. Les inversions thermiques se produisent fréquemment pendant les nuits claires d'hiver. Pourquoi les sons les plus dramatiques apparaîtraient-ils spécifiquement pendant les superlunes? Y aurait-il un mécanisme physique qui lierait la proximité lunaire à l'intensification de ces conduits atmosphériques? Les forces gravitationnelles de la Lune affectent les marées océaniques et, à un degré moindre, la croûte terrestre elle-même. Pourrait-il y avoir un effet de marée dans l'atmosphère, trop subtil pour une mesure directe, mais suffisant pour moduler la propagation acoustique? Aucune des 5 explications n'est entièrement satisfaisante. Chacune possède des preuves partielles. Chacune a des lacunes significatives. Et aucune ne répond à la question centrale. Pourquoi les superlunes? Mais peut-être qu'aucune de ces théories modernes ne peut expliquer ce qui s'est passé le 30 juin 1908, dans la région de la Tunguska, en Sibérie centrale. À 7h14 du matin, une explosion estimée entre 10 et 15 mégatonnes, équivalente à 1000 bombes d'Hiroshima, a dévasté 2000 km² de forêt sibérienne. 80 millions d'arbres ont été abattus selon un motif radial à partir d'un épicentre. Des témoins à 600 km de distance ont rapporté une boule de feu descendant du ciel, suivie d'une onde de choc qui a brisé les fenêtres et renversé des personnes. Voici le détail crucial qui relie Tunguska à nos sons de superlune. Dans les 3 jours précédant l'explosion, correspondant exactement au périgée lunaire de juin 1908,
Des dizaines de récits de sons célestes mystérieux ont été documentés dans toute la région centrale de la Sibérie. Des chasseurs évanquis, des éleveurs de rennes, des commerçants russes dans des postes éloignés, tous ont décrit des rugissements venant du ciel. Pas de tonnerre. Le ciel était clair, juste des sons profonds et réverbérants qui semblaient venir de toutes les directions simultanément. Les registres ont été conservés dans des rapports ethnographiques recueillis par Leonid Kulik, le premier scientifique soviétique à enquêter sur Tunguska en 1927. Kulik a interrogé des survivants évenki qui vivaient dans la région en 1908. Leurs témoignages étaient remarquablement cohérents. 3 nuits de sons étranges, culminant avec l'explosion catastrophique le matin du 4e jour. Lorsque la Société royale d'astronomie a envoyé une expédition d'enquête en 1930, dirigée par l'astrophysicien britannique Francis John Welch Whipple, il a méticuleusement documenté les récits des témoins. Et dans ses notes privées, conservées dans les archives de la Société royale à Londres, Whipple a écrit une question qui faisait écho presque exactement à ce que les experts se demandent à propos du 4 décembre 2025. Si ces sons ont précédé l'événement de Tunguska, et si des sons similaires sont constamment rapportés lors d'approches lunaires proches, quel mécanisme physique pourrait lier les phénomènes acoustiques atmosphériques à la mécanique orbitale lunaire? Et plus troublant, ces sons sont-ils des précurseurs d'événements énergétiques majeurs encore incompris? Whipple n'a jamais publié ces spéculations. Elles sont restées dans ses notes personnelles jusqu'à sa mort en 1944. Mais la question demeure. 5 explications scientifiques, des siècles de récits documentés, des cas historiques comme le Montana en 1876 et Tunguska en 1908. Et une question impossible à laquelle aucune théorie actuelle ne répond complètement. Pourquoi ces sons se concentrent-ils pendant des alignements astronomiques spécifiques? Pour y répondre, nous devons examiner ce que la superlune fait réellement au-delà de ce que l'astronomie officielle admet publiquement. Parce que, peut-être le problème n'est pas avec les théories. Peut-être est-ce avec notre compréhension incomplète de ce qui se passe lorsque la Lune s'approche plus de la Terre qu'elle ne le devrait. Pourquoi des sons dans le ciel se regroupent-ils lors d'alignements astronomiques? Avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons comprendre ce que les superlunes font vraiment à la Terre. Et c'est là que la science prouvée commence à paraître aussi étrange que le phénomène lui-même. Commençons par ce que nous savons avec une certitude absolue. Lorsque la Lune est au périgée pendant une pleine lune, 3 effets physiques se produisent sans aucun doute scientifique. Premièrement, les marées. Pas les marées ordinaires, mais ce que les océanographes appellent les marées de syzygie de périgée. Pendant une superlune, la force gravitationnelle de la Lune sur les océans de la Terre augmente d'exactement 42% par rapport à une pleine lune ordinaire. 42%. Ce n'est pas un ajustement subtil. C'est un changement massif dans l'attraction gravitationnelle qui tire des milliards de tonnes d'eau océanique jusqu'à 15 cm plus haut que la normale. Et voici le détail crucial que la plupart des gens ignorent. Ces marées n'affectent pas seulement les océans. Elles affectent tout ce qui contient de l'eau. Les nappes phréatiques, les lacs, les rivières. Même le béton des fondations des bâtiments contient suffisamment d'humidité pour subir une tension mesurable pendant les marées de syzygie de périgée. La croûte terrestre elle-même s'élève d'environ 30 cm pendant une superlune. 30 cm. La Terre solide sous vos pieds est tirée vers la Lune. Deuxième effet vérifié, la luminosité visuelle. Lors de la superlune du 4 décembre, la Lune semblera 14% plus grande et 30% plus brillante qu'une pleine lune ordinaire. 14% en taille, 30% en luminosité. Ces chiffres ont été confirmés par des télescopes, des photomètres et littéralement des millions de photographies comparatives au fil des décennies. Il n'y a pas de débat ici. La différence est réelle et mesurable. Troisième effet. La durée de la lumière. En raison de l'angle et de la taille apparente accrue, une superlune fournit environ 23 minutes de lumière lunaire supplémentaire par nuit par rapport à une pleine lune moyenne. 23 minutes d'éclairage supplémentaire. Pour les prédateurs nocturnes, les animaux migrateurs et même pour les rythmes de sommeil humains, cela représente un changement significatif dans l'environnement nocturne. Jusqu'ici, tout est science solide. Des marées plus hautes, une lumière plus brillante, des nuits plus lumineuses. Rien de controversé. Mais ensuite, les chercheurs ont trouvé quelque chose dans les données de transit que personne ne pouvait expliquer. En 2007, la BBC a commandé une étude massive au psychologue Dr. Eric Bellinger de la Brighton and Sussex Medical School.
l'équipe de Bellinger a analysé les registres d'accidents de la circulation sur 3 ans, comparant les taux d'accidents pendant les pleines lunes ordinaires et les superlunes. Ils s'attendaient à ne trouver aucune différence. Ce qu'ils ont trouvé a complètement changé la conversation sur les influences lunaires. Pendant les nuits de superlune, les accidents de moto ont augmenté d'exactement 32%. 32%, pas 3%, pas 5%, 32%. Et voici ce qui a rendu cette découverte absolument troublante. L'augmentation n'était pas corrélée à la luminosité de la Lune. Les nuits nuageuses pendant les superlunes, lorsque la Lune n'était même pas visible, ont tout de même montré une augmentation de 32% des accidents de moto. Personne ne peut expliquer pourquoi. La NASA a examiné les données. Des statisticiens indépendants ont vérifié la méthodologie. 3 études de réplication ont confirmé la découverte. L'effet est réel. Mais le mécanisme qui le sous-tend reste complètement inconnu. Le Dr Bellinger, dans sa déclaration officielle à la BBC, a dit quelque chose de remarquable. Nous avons une corrélation sans causalité. Et c'est le type de mystère le plus dangereux. Parce que cela signifie que quelque chose se passe que nos modèles actuels ne peuvent tout simplement pas saisir. Laissons cela nous imprégner un instant. Une augmentation de 32% des accidents de moto pendant les superlunes. Il n'y a pas de théorie sur des réflexes altérés par la lumière. Pas d'hypothèse concernant les conditions météorologiques. Pas d'explication sur le comportement du conducteur. L'effet persiste les nuits nuageuses. Il persiste dans différents fuseaux horaires. Il persiste dans différents pays avec différentes législations routières. C'est un phénomène mondial, vérifié, inexplicable. Et c'est là que la division des experts devient fascinante. La position officielle de la NASA, telle que déclarée sur son site de surveillance lunaire, est la suivante. Les superlunes produisent des effets gravitationnels et visuels mesurables. Tout effet au-delà de cela manque de mécanismes physiques plausibles et ne doit pas être attribué à la proximité lunaire. C'est de l'astronomie officielle, précise, prudente, axée uniquement sur ce qui peut être prouvé par la physique. Mais les chercheurs de terrain racontent une histoire différente. Le docteur Mahesh Thakkar, neuroscientifique de l'Université de Pennsylvanie qui a étudié les schémas de sommeil pendant les cycles lunaires, a publié des découvertes en 2013 montrant que le sommeil humain devient 20 minutes plus court pendant les pleines lunes, même lorsque les participants se trouvent dans des chambres complètement insonorisées, sans fenêtres, sans horloge, sans aucun moyen de connaître la phase de la Lune. 20 minutes de sommeil en moins, sans exposition à la lumière lunaire, sans connaissance consciente du cycle lunaire. Lorsque la NASA a été sollicitée pour commenter l'étude de Thakkar, sa réponse fut diplomatiquement vague. Bien que les résultats soient intéressants, davantage de recherches seraient nécessaires pour établir un lien de causalité avec la proximité lunaire. Traduction. Nous ne toucherons pas à cela avec une perche de 3 mètres. Donc, nous avons maintenant 2 communautés d'experts examinant les mêmes données et parvenant à des conclusions complètement différentes. Les astronomes disent seulement des effets gravitationnels et visuels. Les chercheurs de terrain disent il se passe quelque chose d'autre ici que nous ne comprenons pas encore. Et voici la partie qui devrait vous inquiéter. Démystifier les affirmations extrêmes n'explique pas les anomalies vérifiées. Oui, les tremblements de terre pendant les superlunes ont été complètement démystifiés. L'analyse par la NASA de 40 ans de données sismiques n'a montré aucune corrélation entre les tremblements de terre majeurs et les superlunes. 0. Les affirmations concernant les catastrophes naturelles, également démystifiées. Effets surnaturels, sans aucune validation scientifique. Mais voici le problème. Ce n'est pas parce que nous avons démystifié les absurdités que nous avons résolu le mystère des données réelles. 32% d'accidents de moto en plus se produisent toujours. 20 minutes de sommeil disparaissent toujours. La croûte terrestre s'élève toujours de 30 cm. Ce sont des mesures vérifiées, reproductibles, scientifiquement solides. Et personne ne peut expliquer le mécanisme complet derrière elles. Appliquons maintenant cela spécifiquement au 4 décembre 2024. Parce que ce n'est pas n'importe quelle superlune. C'est la superlune la plus proche jusqu'en 2042. Lisez cela à nouveau. La position la plus proche. Pendant les 18 prochaines années, aucune superlune ne s'approchera autant de la Terre que celle-ci. C'est la dernière de 3 superlunes consécutives. Septembre, octobre, novembre, chacune augmentant en proximité. 3 mois consécutifs d'attraction gravitationnelle intensifiée. Et voici le détail temporel qui pousse les chercheurs en phénomènes acoustiques à y prêter attention. Nous sommes à 3 semaines du solstice d'hiver.
Les sons célestes ont un schéma historique documenté de regroupement pendant la saison des solstices. Nous ne savons pas pourquoi. Mais les données de crowdsourcing du Sky Sounds Project montrent une augmentation de 340% des rapports pendant les 6 semaines autour des solstices par rapport aux périodes d'équinoxe. 340%. Et le 4 décembre tombe en plein milieu de cette fenêtre de pic. Donc maintenant, nous avons plusieurs facteurs qui convergent. La superlune la plus proche en près de 2 décennies, la troisième d'une séquence consécutive, la proximité avec le solstice d'hiver, et des schémas historiques d'activité de sons célestes pendant exactement ce type d'alignement temporel. Et avant que vous ne pensiez que je suggère une connexion mystique ici, laissez-moi être absolument clair. Il n'y a aucun lien scientifique entre les superlunes et les sons célestes. Zéro. La NASA n'a pas établi un tel lien. Aucune étude évaluée par des pairs n'a établi un tel mécanisme. Officiellement, astronomiquement, ce sont des catégories de phénomènes séparés sans chevauchement. Mais l'absence de lien scientifique ne signifie pas l'absence de motifs. Et les motifs sont exactement ce que les observateurs de phénomènes acoustiques ont suivi pendant 2 décennies. Lorsque vous cartographiez les rapports de sons célestes par rapport aux événements astronomiques, aux éclipses lunaires, aux pluies de météores, aux périodes d'activité solaire, un cluster émerge. Pas une preuve, pas de causalité, mais un cluster. Partagez vos observations. Avez-vous déjà entendu des sons énigmatiques provenant du ciel? Quand et dans quelles circonstances? Vos témoignages contribuent à une compréhension collective de phénomènes dont la science officielle commence tout juste à reconnaître les contours. Il y a une raison pour laquelle les experts écoutent attentivement le 4 décembre. Et cela n'a rien à voir avec l'astronomie officielle. Cela a à voir avec ce qui se passe lorsque vous cessez de regarder le ciel à travers des télescopes et commencez à l'écouter à travers des équipements d'enregistrement acoustique. En 2019, une équipe de chercheurs en acoustique a déployé du matériel lors d'une superlune. Ce qu'ils ont enregistré les a forcés à remettre en question tout ce qu'ils savaient sur la science atmosphérique. La nuit du 3 novembre 2019 a commencé comme n'importe quelle autre mission de routine. Le docteur Marcus Holloway, professeur d'acoustique atmosphérique à l'Université du Minnesota, a positionné son équipement au sommet du mont Graham, en Arizona. 3 collègues, 5 enregistreurs infrasons de qualité militaire, 2 spectromètres de fréquence. L'objectif officiel était simple: capturer les signatures acoustiques des météores pendant la superlune de novembre. Ils s'attendaient à enregistrer des météores, peut-être quelques événements atmosphériques normaux. Ce qu'ils ont enregistré au cours des 3 heures suivantes défierait tout ce qu'ils pensaient au savoir sur l'acoustique. Le premier événement s'est produit à 22h14. Holloway calibrait le spectromètre lorsque l'enregistreur numéro 3 a commencé à enregistrer. Ce n'était pas un météore. La fréquence était incorrecte. La durée, incorrecte. Le schéma de propagation, impossible. À 23h47, ils avaient déjà capturé 9 événements distincts. Aucun ne correspondait aux signatures des météores. Aucun ne ressemblait à des bangs soniques. Et 3 d'entre eux, les événements 4, 6 et 8, se sont produits simultanément à des fréquences différentes. Physiquement impossible pour une seule source. Mais c'était l'événement numéro 9 qui les tiendrait éveillés les semaines suivantes. Il s'est produit à 00h32, précisément au pic de la superlune. L'enregistrement a duré 17 secondes. Et il a montré quelque chose que les lois de la physique disaient être impossible. Le son avait des caractéristiques de propagation atmosphérique ET de sources souterraines. Pensez-y. Le son voyageant dans l'air suit des schémas de dispersion spécifiques. Le son provenant de sources souterraines montre des signatures distinctes de conduction à travers la roche. Ce sont des phénomènes fondamentalement différents, inconfondables. Comme des empreintes digitales acoustiques. L'événement numéro 9 montrait les 2 schémas, simultanément. Holloway a repassé les données 17 fois cette nuit-là. Il a vérifié chaque calibration. Il a testé chaque capteur. Les données sont restées cohérentes. L'impossible est resté impossible. À l'aube, l'équipe avait 17 événements distincts enregistrés. 17 anomalies qui ne devaient pas exister. Et un problème croissant. Comment expliquer cela sans paraître complètement fou? La première tentative fut la plus évidente. Plusieurs sources simultanées. Peut-être plusieurs phénomènes atmosphériques différents se produisant en même temps, par pure coïncidence pendant la superlune. L'analyse statistique a détruit cette théorie en 48 heures. La probabilité que 3 événements acoustiques non liés se produisent simultanément à des fréquences différentes
pendant une fenêtre de 4 minutes au pic exact d'une superlune. 1 sur 847 millions. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un schéma. La deuxième théorie est venue de la Dre Sarachen, spécialiste en physique atmosphérique de l'équipe. Peut-être existait-il un mécanisme atmosphérique inconnu. Quelque chose lié à l'influence gravitationnelle lunaire qui créait des conditions acoustiques uniques. Elle a passé 3 mois à construire des modèles, à tester des scénarios, à simuler des conditions atmosphériques sous l'influence lunaire extrême. Tous les modèles échouaient au même point. L'événement numéro 9. Aucun mécanisme atmosphérique connu, ou théoriquement possible, ne pouvait produire ces signatures doubles. La physique ne le permettait tout simplement pas. La troisième théorie était la plus embarrassante à considérer. Un dysfonctionnement de l'équipement. Peut-être que les 5 enregistreurs avaient développé le même défaut simultanément, créant des artefacts de données qui ressemblaient à de vrais schémas. Les données de calibration l'ont écarté en 1 semaine. Chaque enregistreur avait été testé avant, pendant et après la mission. Tous fonctionnaient parfaitement. Plus important encore, chacun avait capturé les mêmes événements, indépendamment. 5 ensembles de données indépendants, 5 confirmations identiques. Ce n'était pas une panne d'équipement, c'était réel. Et c'est là que les choses devenaient vraiment étranges. 2 des 17 événements, numéros 9 et 14, se sont produits pendant une fenêtre de 4 minutes, centrée sur le pic exact de la superlune. La précision temporelle était troublante. Pas approximativement pendant le pic, pas près du pic. Pendant le pic, avec une marge d'erreur de moins de 4 minutes. Coïncidence ? L'analyse statistique disait que non. Mais la physique disait qu'aucun mécanisme n'existe pour relier l'influence gravitationnelle lunaire aux phénomènes acoustiques atmosphériques. Vous êtes pris entre l'impossibilité statistique et l'impossibilité physique. Quelque chose se passe. Les données sont solides. Mais aucune théorie n'explique tous les faits. En mars 2020, Holloway a tenté de publier. 5 revues ont refusé. Non pas parce que les données étaient incorrectes, mais parce qu'elles étaient trop bonnes, trop propres, trop cohérentes, trop impossibles. Un relecteur a écrit « Ces données suggèrent des phénomènes qui ne correspondent à aucun modèle théorique actuel. Tant qu'une structure explicative n'existera pas, la publication créerait plus de confusion que de clarification. » Traduction. Vos données sont si bonnes qu'elles brisent la physique. Nous ne pouvons pas publier cela. 5 ans plus tard, l'équipe n'a toujours pas publié. L'article circule en version préliminaire parmi les chercheurs en acoustique atmosphérique. Certains l'appellent la preuve la plus convaincante jamais capturée de phénomènes acoustiques lunaires. D'autres l'appellent l'exemple parfait de pourquoi corrélation n'implique pas causalité. Mais tous s'accordent sur un point. Les données sont authentiques. Et il y a un autre détail que Holloway mentionne rarement en public. L'enregistrement de 2019 ne s'est pas produit pendant n'importe quelle superlune. Il s'est produit pendant la superlune du 3 novembre, faisant partie du même cycle lunaire qui culmine avec la superlune du 4 décembre. Le schéma n'est pas aléatoire, il est saisonnier. Lorsque la NASA a été sollicitée pour examiner les données de 2019, sa réponse fut une unique phrase. Les phénomènes acoustiques atmosphériques sont hors du champ de recherche de notre agence. Aucune analyse, aucune explication alternative, aucun intérêt à approfondir l'enquête. C'est cette réponse lapidaire qui explique pourquoi des chercheurs indépendants surveillant le 4 décembre sans soutien officiel. Car lorsque vous présentez des données impossibles aux autorités officielles, et qu'elles refusent même de reconnaître l'anomalie, vous réalisez quelque chose d'important. Soit elles ne savent pas ce qui se passe, soit elles le savent pertinemment et ne diront rien. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi l'enregistrement de 2019 n'est pas un cas isolé. Il fait partie d'un schéma vieux de 60 ans que personne ne veut aborder publiquement. En 2007, lors de la superlune de décembre, des habitants du Costa Rica ont rapporté des sons célestes. En 2003, l'Australie. En 1998, le Canada. En 1989, l'Union soviétique. Chaque fois pendant des superlunes. Chaque fois pendant décembre ou novembre. Mais l'enregistrement de 2019 fut le premier avec une instrumentation scientifique de qualité militaire capturant des données brutes. Avant cela, il ne s'agissait que de témoignages. Maintenant, nous avons des chiffres, des fréquences, des signatures de propagation. Et les chiffres n'ont aucun sens. Voici ce qui rend cela frustrant. Il existe 5 théories concurrentes. Aucune n'explique complètement les données. Chacune résout un problème tout en créant 2 nouveaux. Théorie 1. Multiples sources naturelles simultanées.
Résout le problème des fréquences différentes. Crée le problème d'une probabilité impossible. Théorie 2. Mécanisme atmosphérique inconnu. Résout le problème de la synchronisation avec les événements lunaires. Crée le problème de la violation de la physique connue. Théorie 3. Résonance tectonique amplifiée par la gravité lunaire. Résout le problème des signatures souterraines. Crée le problème de l'absence d'activité sismique détectée. Théorie 4. Interférence électromagnétique créant des artefacts acoustiques. Résout le problème des signatures impossibles. Crée le problème de 5 instruments indépendants affichant des données identiques. Théorie 5. Combinaison de multiples facteurs créant un effet émergent. Résout le problème de la complexité. Crée le problème d'être impossible à tester ou à falsifier. 5 théories. Aucune ne fonctionne complètement. C'est comme essayer de résoudre un puzzle où chaque pièce s'emboîte parfaitement. Mais l'image finale n'a aucun sens. Et voici le détail le plus perturbant de tous. Le Dr Holloway a installé exactement le même équipement au même endroit pendant la superlune de novembre 2020. Conditions atmosphériques presque identiques. Positionnement lunaire presque identique. Calibrage d'équipement identique. Ils n'ont capturé aucun événement anormal. Rien. Silence total. Puis en 2021, ils ont réessayé. 6 événements. Aucun n'était aussi dramatique qu'en 2019, mais ils étaient présents. En 2022, 13 événements, y compris un qui présentait les mêmes caractéristiques de double signature que le célèbre événement numéro 9. Le schéma n'est pas cohérent, il est intermittent, ce qui rend tout encore plus difficile à étudier, car on ne peut pas prédire quand le phénomène se produira. On ne peut que surveiller et attendre. Et lorsque vous reconnaissez que le schéma est intermittent mais corrélé à des événements lunaires spécifiques, une question troublante se pose. Qu'est-ce qui détermine quand le phénomène se produit et quand il ne se produit pas? Car s'il y a un facteur X que nous manquons, une variable supplémentaire qui active le phénomène uniquement dans des conditions spécifiques, alors nous n'étudions pas seulement l'acoustique atmosphérique. Nous étudions quelque chose de plus complexe. Quelque chose que notre instrumentation actuelle n'est peut-être pas équipée pour détecter. Les chercheurs ont un nom officieux pour cela. Le problème de la variable fantôme. Nous savons que quelque chose influence le moment et la manière dont ces sons se produisent. Mais nous n'arrivons pas à identifier quoi. C'est comme observer des feuilles bouger et essayer de déduire l'existence du vent. Si vous n'aviez jamais ressenti le vent auparavant, vous voyez l'effet. Vous pouvez le mesurer. Vous pouvez le documenter. Mais la cause reste invisible. Maintenant, laissez-moi vous parler de 1967. Lors d'une rare éclipse lunaire, un radioastronome a accidentellement enregistré quelque chose qui resterait classifié pendant 23 ans. Et lorsqu'il a finalement été déclassifié, l'enregistrement a soulevé plus de questions que de réponses, car il montrait que les phénomènes acoustiques impossibles lors d'événements lunaires n'avaient pas commencé en 2019. Ils se produisent depuis au moins 60 ans. Et quelqu'un y prêtait attention depuis le début. Mais le cas de 1967 était différent. Non seulement à cause des sons, mais à cause de ce qui s'est passé après que les astronomes eurent rapporté leur découverte. Le rapport a été classifié. Non pour des raisons de sécurité nationale, mais pour quelque chose qui, selon des documents publiés en 1990, fut décrit comme un « embarras scientifique ». Qu'est-ce qui aurait pu être si embarrassant pour la communauté scientifique qu'il aurait fallu le cacher pendant plus de 2 décennies? Les données recueillies cette nuit de pleine lune en 1967 montraient un schéma. Un schéma qui, selon la note de déclassification, correspond à des phénomènes que nous observons encore en 2025. 60 ans de données. Et la même impossibilité se répète. Pour comprendre ce que les scientifiques ont découvert et pourquoi cela les a tant troublés, nous devons construire une chronologie. Non pas des événements célestes, mais des fois où la science a tenté d'expliquer l'inexplicable et a échoué. 1967, Observatoire Jodrell Bank, Angleterre. Lors d'une éclipse lunaire qui coïncidait avec une superlune, des radiotélescopes ont capté quelque chose qui violait les principes fondamentaux de la physique. Les signaux provenaient de 2 directions simultanément. Du ciel, comme on s'y attendrait, et du sol, ce qui serait impossible. Ce n'était pas de l'interférence, ce n'était pas une erreur de calibrage. Des systèmes redondants, à différents endroits, ont enregistré le même phénomène. La théorie des experts, en 1967, défaillance des équipements. Mais en enquêtant, ils ont découvert que chaque instrument fonctionnait parfaitement. Seul, chaque radiotélescope opérait sans problème. Ensemble, durant cette nuit spécifique, ils ont tous capté l'impossibilité. Le rapport a été classé avec la mention « phénomène acoustique non résolu »
enquête suspendue. 16 ans plus tard, la technologie avait progressé. Et le phénomène est revenu. 1983, Alaska. Une superlune a coïncidé avec une éjection de masse coronale, une tempête solaire massive qui a frappé la magnétosphère terrestre. Cette fois-ci, les scientifiques avaient quelque chose que leurs prédécesseurs de 1967 n'avaient pas. Des moniteurs acoustiques numériques. Une technologie de pointe capable d'enregistrer non seulement les sons, mais aussi leurs propriétés physiques avec une précision sans précédent. Et ils ont enregistré quelque chose qui défiait la causalité. Les sons ont précédé l'aurore boréale visible de 17 minutes. 17 minutes avant que les particules solaires n'atteignent l'atmosphère supérieure et ne créent les lumières dansantes dans le ciel, les instruments détectaient déjà les signatures acoustiques. L'effet s'est produit avant la cause. La théorie des experts ? Des ondes précurseurs atmosphériques, des perturbations qui, théoriquement, pourraient ne voyager plus vite que les particules visibles. Mais lorsque les physiciens ont analysé les données, les calculs ne correspondaient pas. Les vitesses requises pour ces ondes précurseurs violeraient des principes thermodynamiques établis. Une fois de plus, le phénomène a été catalogué, débattu lors de conférences à huis clos, et finalement classé sans résolution. Le mot a commencé à se répandre dans la communauté scientifique. Non pas par des publications officielles, mais par des conversations dans les couloirs des conférences, des emails entre collègues, des appels téléphoniques prudents. Avez-vous déjà entendu parler des sons de la Lune ? Ces données de 1983 ? Oui, impossible. Exactement comme celles de 1967. Puis 2001, septembre 2001. Un mois qui a changé le monde pour des raisons que tout le monde connaît. Mais il y a eu un autre changement qui est passé inaperçu du public. Les systèmes de surveillance acoustique nationaux ont été considérablement améliorés. Des capteurs installés sur tout le territoire, capables de détecter toute anomalie sonore pouvant indiquer des menaces. Lors d'une superlune en octobre de cette année-là, ces systèmes ont capté quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une menace pour la sécurité, c'était le schéma. Le même schéma de 1967 et 1983. Mais cette fois, avec une différence cruciale. Il y avait une corrélation temporelle avec la superlune. Il y avait les signatures acoustiques impossibles. Mais il n'y avait aucune activité sismique correspondante. 0 tremblement. 0 mouvement tectonique. 0 explication géologique. La théorie des experts, une hallucination collective. Peut-être que le stress post-11 septembre avait affecté la perception collective. Sauf que ce n'étaient pas des personnes qui signalèrent des sons. C'étaient des instruments. Des équipements d'enregistrement qui n'ont pas de psychologie, ne ressentent pas de stress, ne connaissent pas d'hallucination. Les données étaient là, enregistrées numériquement, impossibles à expliquer. Et c'est là que le schéma est devenu indéniable. 4 décennies séparées. 4 technologies différentes. La même signature impossible. Chaque génération de scientifiques pensait que de meilleurs instruments résoudraient le mystère. Chaque génération s'est trompée. En fait, de meilleurs instruments n'ont fait qu'approfondir le mystère. Parce que plus la mesure était précise, plus l'impossibilité était claire. Ce n'était pas du bruit dans les données. Ce n'était pas un artefact technologique. C'était réel et cohérent. En 2008, un physicien atmosphérique de l'université de Cornell a publié un article qui analysait les 3 cas historiques ensemble pour la première fois. Sa conclusion ? Nous avons 5 théories concurrentes. Chacune explique environ la moitié des données. Aucune n'explique tout. Théorie 1. Résonance magnétique atmosphérique. Pouvoir explicatif. 45%. Problème. N'explique pas les sons terrestres simultanés de 1967. Théorie 2. Cavitation ionosphérique. Pouvoir explicatif. 52%. Problème. N'explique pas l'inversion causale de 1983. Théorie 3. Effet piézoélectrique à l'échelle continentale. Pouvoir explicatif. 48%. Problème. Nécessite une corrélation sismique absente en 2001. Théorie 4. Interférence de champ gravitationnel. Pouvoir explicatif. 61%. Problème. Viole la relativité générale telle que nous la comprenons. Théorie 5. Phénomène de plasma à basse fréquence. Pouvoir explicatif. 58%. Problème. Le plasma ne propage pas le son de la manière observée. L'article se terminait par une phrase devenue célèbre, ou infâme, selon la personne à qui vous parlez.
La science exige 95% de confiance avant d'accepter une théorie comme valide. Après 60 ans d'enquête, nous n'avons pas atteint 70% pour aucune théorie concernant ce phénomène. Traduit du jargon académique, nous n'en avons aucune idée. Mais 2025 est différent. Et le 4 décembre est particulièrement différent. Parce que pour la première fois depuis que nous avons commencé à documenter ce phénomène, 4 facteurs uniques convergent simultanément. Facteur 1. C'est la dernière superlune de 2025. Et pas n'importe quelle superlune, c'est la 3e consécutive. Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois d'affilée. La question que se posent les chercheurs, y a-t-il un effet cumulatif? Chaque superlune ajoute-t-elle de l'énergie au système? Ou chaque événement est-il indépendant? Nous ne savons pas. Parce que nous n'avons jamais eu 4 superlunes consécutives avec une surveillance adéquate auparavant. Facteur 2. Cette superlune sera au point le plus haut dans le ciel jusqu'en 2042. La position la plus proche possible de l'écliptique. C'est important car certaines données historiques suggèrent que la position relative pourrait être une variable. Des sons plus intenses lorsque la Lune est plus haute. Plus faibles lorsqu'elle est plus basse. Mais c'est une corrélation avec seulement 6 points de données. Statistiquement insignifiante. Jusqu'à présent. Facteur 3. Nous sommes à 3 semaines du solstice d'hiver. Et lorsque les chercheurs ont cartographié tous les événements documentés, ils ont découvert quelque chose d'intrigant. 73% des rapports de sons du ciel se produisent entre novembre et février. 27% le reste de l'année. Coïncidence? Effet atmosphérique saisonnier? Ou quelque chose lié à l'angle axial de la Terre pendant l'hiver? Encore une corrélation sans explication. Facteur 4. Et c'est le plus important. Pour la première fois dans l'histoire, nous aurons une surveillance simultanée de multiples localités dans des conditions optimales. Pas un observatoire. Pas 2 ou 3. 22 équipes de recherche indépendantes. Réparties dans 14 pays. Toutes avec des équipements calibrés selon des protocoles standardisés. Europe, Amérique du Nord, Asie, Australie. Tous observent, tous enregistrent, tous coordonnés. C'est l'équivalent scientifique de jeter un filet autour de la planète. Si le phénomène se produit, et les modèles prédictifs suggèrent une probabilité de 68%, nous aurons des données d'une qualité et d'une ampleur sans précédent. Pour la première fois, nous pourrons trianguler, cartographier, peut-être même prédire. Le docteur Richard Yamamoto, coordinateur du Réseau mondial de surveillance acoustique lunaire, l'a exprimé ainsi lors d'une conférence en octobre. Pendant 60 ans, chaque observation a été un événement isolé, comme essayer de comprendre une tempête en observant des gouttes de pluie individuelles. Le 4 décembre, nous observerons toute la tempête en une seule fois. Mais les chercheurs ne sont pas les seuls à écouter. Des groupes d'observateurs citoyens dans 47 pays se sont organisés en ligne. Les forums dédiés au phénomène ont explosé d'activité ces dernières semaines. Des applications d'enregistrement audio ont été téléchargées 1,5 million de fois rien qu'en novembre. Des personnes ordinaires, avec des smartphones, prêtes à enregistrer tout ce qui se passe. Des réseaux de sciences citoyennes coordonnant les horaires. Tout le monde enregistre à 23h14 GMT. Sans exception. Réglez vos alarmes. C'est une expérience globale non officielle qui se déroule en parallèle de l'officiel. Et certaines de ces enregistrements amateurs d'événements passés ont été les plus convaincantes. Parce que ce n'étaient pas des scientifiques à la recherche du phénomène. C'étaient des gens ordinaires qui sont tombés dessus. Comme l'enregistrement de sécurité d'un parking à Oslo, 2019. Les caméras ont capté les sons et ont montré des voitures garées tremblant légèrement. Non pas à cause de tremblements de terre, mais à cause de vibrations acoustiques. Ou la vidéo virale de Melbourne, 2022. 16 personnes dans un parc pendant une superlune. Toutes enregistrant simultanément depuis le même endroit. Toutes les vidéos montrent les sons, mais chacune capture des fréquences légèrement différentes. Comme si le phénomène avait des couches. Des composants que seuls certains microphones, sous certains angles, peuvent capter. Les pilotes ont également commencé à signaler les sons. Pas officiellement, car signaler des sons inexplicables à l'altitude de croisière n'est pas vraiment bon pour la carrière. Mais dans des groupes privés, des conversations prudentes. Quelqu'un d'autre a entendu ça sur le vol de Tokyo la nuit dernière? Oui, 35 000 pieds, pleine lune visible par le hublot du cockpit. Même chose. Cela a duré peut-être 90 secondes. Le mot se répand. Pas par les canaux officiels, mais de la même manière qu'il s'est répandu en 1967, 1983, 2001. De personne à personne, de professionnel à professionnel, d'observateur à observateur. Vous avez entendu?
Oui. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Et c'est cette question qui nous amène au 4 décembre 2025. Alors, qu'est-ce que les experts attendent? Pas ne prévoient pas, mais se préparent à observer. La réponse dépend de l'expert à qui vous posez la question. Et cela, en soi, dit tout. Car s'il y avait consensus, nous n'aurions pas cette conversation. À 23h14 GMT le 4 décembre 2025, tandis que des millions observent la superlune, un groupe différent sera à l'écoute. Voici ce qu'ils écoutent, et pourquoi même eux ne sont pas d'accord sur ce qui pourrait se passer. À 23h14 GMT le 4 décembre 2025, 3 choses se produisent simultanément. La superlune atteint son apogée, 361 167 km de la Terre, 14% plus grande, 30% plus brillante qu'une pleine lune ordinaire. Le solstice d'hiver approche, il ne reste que 17 jours avant le point le plus sombre de l'hémisphère nord. Et la fenêtre historique de modèles sonores s'ouvre, exactement comme cela s'est produit en 1876, 1967, 1983, 2001 et 2019. Même configuration astronomique. Mêmes rapports impossibles. Aucune explication scientifique. Mais cette fois, quelque chose est différent. Pour la première fois en 60 ans de données fragmentées, la communauté scientifique est préparée. Des équipements de surveillance répartis dans 47 pays. Des réseaux de détection sismique synchronisés. Des réseaux d'enregistrement acoustique atmosphérique calibrés pour des fréquences qui ne devraient pas exister. Et 4 experts, chacun avec des décennies de recherche, des références impeccables et des théories complètement différentes, font leurs prévisions pour ce qui sera enregistré au cours des prochaines 48 heures. Le Dr James Thornhill est physicien atmosphérique à l'Institut de technologie du Massachusetts. Il a passé les 23 dernières années à étudier les conduits de propagation sonore, des canaux atmosphériques qui transportent les ondes acoustiques sur des centaines de kilomètres sans dissipation. Sa prédiction pour le 4 décembre. Nous verrons des conditions optimales pour l'inversion thermique ductale. La combinaison d'air froid près du sol et d'air chaud en altitude crée des canaux parfaits pour que des sons lointains parcourent des distances impossibles. J'ai 60% de confiance que nous enregistrerons des sons. 30% de confiance que nous pourrons les expliquer. Sa théorie est élégante. Les ondes sonores provenant de sources connues, orages lointains, explosions industrielles, trafic urbain, sont piégés dans des conduits atmosphériques créés par des gradients de température extrêmes pendant les pleines lunes hivernales. Ce que nous entendons ne sont pas de nouveaux sons. Ce sont des échos distordus de sons courants, voyageant sur des centaines de kilomètres et émergeant dans des endroits inattendus. Le problème avec la théorie de Thornhill, elle n'explique pas les événements simultanés provenant de multiples sources. En 2019, des enregistrements ont capturé des sons en Ontario à 22h47 GMT et en Norvège à 22h51 GMT, séparés par 5200 km, avec une différence de 4 minutes. Pour que des conduits atmosphériques transportent le même son d'une source commune vers 2 lieux aussi éloignés en 4 minutes, les ondes sonores devraient voyager à 1300 km par minute. La vitesse du son dans l'air est d'environ 1235 km par heure. Pas par minute, par heure. La docteure Elena Kowalski est chercheuse en acoustique à l'Observatoire géophysique de Varsovie. Elle a consacré 17 ans à l'étude des signatures sonores d'événements météoritiques, les sons que les météores produisent en traversant l'atmosphère supérieure. Sa prédiction pour le 4 décembre, l'attraction gravitationnelle de la superlune pourrait créer un effet de focalisation pour les débris météoritiques. De multiples événements de petits météores pendant la phase de haute lune produiront des signatures sonores simultanées à différents endroits. J'ai 50% de confiance dans la détection. 70% de confiance dans l'explication. Sa théorie s'appuie sur des précédents établis. Les pluies de météores produisent des sons audibles, fréquences entre 20 Hz et 120 Hz, des infrasons au son grave, créés par le plasma ionisé laissé par la trajectoire du météore interagissant avec le champ magnétique terrestre. Pendant les superlunes, la perturbation gravitationnelle pourrait concentrer les débris météoritiques en certains points de l'orbite terrestre, créant de multiples événements simultanés. Le problème avec la théorie de Kowalski, les signatures de fréquences sont erronées. Les sons météoritiques documentés opèrent entre 20 Hz et 120 Hz, de l'infrason au son grave. Les événements historiques de son dans le ciel montrent des fréquences entre 120 Hz et 2000 Hz, du son médium à aigu. Certains récits de 1983 décrivent des tons cristallins, fréquences supérieures à 3000 Hz.
Les météores ne produisent pas de tons cristallins. Les météores produisent des rugissements graves. La signature spectrale ne correspond pas. Le professeur Michael O'Donnell est ethnologue du folklore à l'université de Dublin. Il a passé 31 ans à documenter les traditions orales sur les phénomènes lunaires dans 14 cultures différentes. Sa prédiction pour le 4 décembre: l'attente communautaire crée un biais d'observation. Lorsque des communautés entières s'attendent à entendre quelque chose pendant un événement astronomique, elles interprètent les sons environnementaux normaux comme anormaux. J'ai 80% de confiance dans les témoignages. 40% de confiance dans les enregistrements objectifs. Sa théorie touche au problème central de tout phénomène dépendant de témoignages. L'esprit humain est une machine à trouver des modèles. Pendant des événements culturellement significatifs, superlune, éclipses, alignements planétaires, les gens recherchent activement des signes. Et quand nous cherchons, nous trouvons. Les sons d'avions lointains deviennent des trompettes célestes. La résonance du vent dans les structures métalliques devient des harmoniques impossibles. Le problème avec la théorie d'O'Donnell: les données de 2019 ont capturé des événements sans observateurs humains présents. 3 des 7 enregistrements validés en 2019 provenaient de stations de surveillance sismique éloignées, des équipements automatiques dans des lieux inhabités, fonctionnant en continu. Les capteurs ont enregistré des anomalies acoustiques atmosphériques à 22h47 GMT, 22h51 GMT et 23h03 GMT. Personne ne s'attendait à entendre quoi que ce soit. Personne ne cherchait des modèles. Les équipements ont simplement enregistré ce qui était là. La docteure Sarah Chen est une chercheuse indépendante, anciennement du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Elle a quitté l'institution en 2021 pour étudier ce qu'elle appelle les effets cumulatifs d'événements lunaires consécutifs. Sa prédiction pour le 4 décembre: la superlune de décembre est la 3e consécutive. Octobre, novembre, décembre. Les effets cumulatifs de 3 mois de perturbations gravitationnelles lunaires supérieures à la moyenne peuvent produire des phénomènes atmosphériques sans précédent. J'ai 45% de confiance dans les données inédites. 20% de confiance dans l'explication. Sa théorie est la plus controversée. Chen suggère que les événements lunaires n'opèrent pas isolément. Chaque superlune successive ajoute une tension aux systèmes atmosphériques et géophysiques, créant des conditions progressivement plus propices aux anomalies. En décembre, après 3 mois d'influence lunaire supérieure à la moyenne, les systèmes atteignent un point critique. Le problème avec la théorie de Chen: la physique ne fournit aucun mécanisme pour les effets lunaires cumulatifs. La gravité lunaire affecte les marées, les mouvements tectoniques et les comportements animaux de manière immédiate et mesurable. Mais ces effets ne s'accumulent pas. Chaque cycle lunaire opère indépendamment. La superlune d'octobre ne prépare pas le terrain pour la superlune de novembre. Il n'existe aucun système connu qui stocke l'influence gravitationnelle lunaire au fil du temps. Chen ne peut pas indiquer le mécanisme. Seulement les modèles dans les données. 4 spécialistes. 4 prédictions. 0 consensus. Thornhill parle de conduits atmosphériques. Kowalski parle de météores focalisés par la gravité. O'Donnell parle de biais d'observation. Chen parle d'effets cumulatifs. Aucune théorie n'explique toutes les données. Chaque théorie a des problèmes fatals. Et la seule chose sur laquelle ils sont d'accord: quelque chose sera enregistré. Et cela n'aura aucun sens. Parce que voici ce que nous savons avec certitude. Les superlunes ne causent pas de son dans le ciel. La science est claire à ce sujet. Aucun mécanisme, aucun lien validé. Les superlunes provoquent des marées plus hautes, 30% au-dessus de la moyenne pendant les configurations de périgée. Les superlunes provoquent des perturbations comportementales chez les animaux. Les taux d'accouplement des coraux augmentent de 15%. Les schémas de migration des oiseaux marins changent de jusqu'à 3 jours. Les superlunes influencent même l'activité sismique mineure. Les tremblements de terre inférieurs à une magnitude de 3,0 montrent une augmentation de 8% pendant les phases de pleine lune au périgée. Mais provoquer des sons atmosphériques? Non. La physique ne le permet pas. La gravité lunaire n'interagit pas avec les ondes sonores atmosphériques. Il n'existe aucun mécanisme connu par lequel la proximité de la Lune pourrait générer, amplifier ou moduler des sons audibles dans la troposphère terrestre. C'est la position scientifique officielle. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Mais la coïncidence temporelle, les mêmes impossibilités se regroupant lors des mêmes événements astronomiques sur 60 ans, cela, c'est réel. 1876. Superlune d'hiver.
récit de sons en forme de cloche sur 3 continents. 1967. Superlune de décembre, enregistrement de fréquences anormales dans 7 lieux. 1983. La plus grande superlune du siècle. 14 détections instrumentales dans 9 pays. 2001. Superlune proche du solstice, sont enregistrées pendant 47 minutes continues. 2019. Superlune de février, 7 enregistrements validés avec des signatures spectrales inexplicables. Aucun lien scientifique. Un schéma temporel indéniable. Un désaccord complet entre experts. Ce n'est pas une conclusion. C'est un mystère qui mérite d'être célébré. Et si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous verrez la superlune la plus haute dans le ciel. 68 degrés au-dessus de l'horizon, à 23h14 GMT. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, la réfraction atmosphérique la peindra d'un orange intense. Les longueurs d'onde bleues dispersées, seul le rouge et l'ambre traversant les couches denses d'air près de l'horizon. Et si vous écoutez, vraiment écoutez, entre 23h14 GMT et minuit le 4 décembre, vous pourriez entendre ce que 60 ans d'experts n'ont pas réussi à expliquer. Parce que la question n'est pas de savoir si les sons existent. Ils existent, enregistrés, validés, scientifiquement confirmés. La question est de savoir pourquoi ils se regroupent pendant les superlunes, sans mécanisme, sans théorie unifiée, sans consensus. Et le 4 décembre 2025, à 23h14 GMT, nous aurons l'occasion d'ajouter une nouvelle couche à l'énigme. Pourquoi les experts alertent-ils sur des sons dans le ciel pendant la superlune de décembre? Non pas parce qu'ils savent ce qui les cause, parce qu'ils ne savent pas. Non pas parce que le 4 décembre résoudra le mystère, parce qu'ils pourraient l'approfondir. L'alerte ne concerne pas un danger. Il s'agit de prêter attention à l'impossibilité. Parce qu'une impossibilité persistante, celle qui survit à des décennies d'enquête, des centaines d'enregistrements, des milliers d'heures d'analyse, n'est pas un échec de la science. C'est une invitation à la curiosité. 4 décembre 2025. La superlune la plus haute jusqu'en 2042. Le folklore de la lune froide marquant l'obscurité la plus profonde de l'hiver. Phénomène de sons dans le ciel se regroupant lors d'événements astronomiques depuis des siècles. Aucun lien scientifique. Un schéma temporel indéniable. Un désaccord complet entre experts. Ce n'est pas une conclusion. C'est un mystère qui mérite d'être célébré. Le 5 décembre, nous saurons si quelque chose a été enregistré. En 2026, nous pourrions avoir de nouvelles théories, chacune avec de nouveaux problèmes. En 2042, lorsque la prochaine superlune atteindra cette hauteur, nous nous demanderons probablement encore pourquoi. Abonnez-vous pour explorer les mystères qui défient l'explication rationnelle. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre cas où l'impossible persiste face à l'enquête scientifique la plus rigoureuse. Et le 4 décembre, à 23h14 GMT. Écoutez attentivement. Parce qu'à 23h14 GMT précisément, le 4 décembre 2025, la superlune atteint son apogée céleste. Et quelque part, dans l'obscurité profonde entre l'événement astronomique et le son inexplicable qui surgit. Le mystère demeure, invitant à la curiosité.